On se connaît depuis quelques années et je suis toujours très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, donc, on va essayer avec Nicolas Lasserre, qui est responsable de la ventilation chez SOS Oxygène, de vous parler et d'échanger un petit peu sur les situations où il faut se poser la question de passer de la PPC à la VNI et vice-versa. Et tout ça sera, je dirais, ponctué par un cas clinique. Donc pour démarrer, donc rapidement quelques éléments de physiopathe pour savoir de quoi on parle. La ventilation, donc vous avez la ventilation spontanée, donc on respire tous ici, hein, donc à une PEP 0, on n'a pas de problème de santé. Vous avez à côté la PPC où on met, je dirais, une pression. Je suis plutôt un adepte des pressions fixes. Là, par exemple, vous avez une pression à 10. Et puis à côté, quand les objectifs ne sont pas atteints, on passe à la VNI qui est en fin de compte une ventilation à 2 niveaux de pression. Alors, pour pouvoir poser le décor, pour faire bien la différence, donc la PPC, rapidement, c'est une seule pression. Vous la réglez soit en autopiloté, soit en fixe. L'indication, je dirais, principale, c'est le SAS sévère et modéré. Et la cible thérapeutique, c'est un IH inférieur à 5. Mais parfois, où on a des limitations parce que le patient, l'inconfort, les fuites et tout ça. En face, vous avez la ventilation, la VNI, où c'est une ventilation à 2 niveaux de pression. Elle soutient le travail ventilatoire. Les indications, c'est le SOH. Vous avez aussi les insuffisances respiratoires chroniques. Et le mode, sous 80-85%, c'est en mode ST. Mais il y a d'autres modes comme la VAPS et l'IVAPS qu'on va en parler rapidement. Et elle vise la normocapnie. Et le suivi se fait soit par une capnographie, soit par, je dirais, des gaz du sang. Donc, pour revenir à la physiopathe de l'apnée, vous savez très bien que tout se passe au niveau des voies aériennes supérieures, et vous avez un obstacle au niveau des voies aériennes supérieures, et on le traite par une attelle pneumatique qui est la PPC, et déjà, on commence je dirais, à traiter le problème. Mais ça ne traite pas l'hypoventilation. Pourquoi ? Parce que la ventilation alvéolaire, c'est un volume courant qu'on multiplie par une fréquence. Mais quand on a une apnée, la fréquence elle est à 0. Donc il n'y aura plus de ventilation. C'est pour ça qu'on peut se projeter et dire peut-être que la PPC, bien réglée, peut aussi déclencher une ventilation et elle peut suffire pour traiter des situations d'hypoventilation modérées. Mais dès qu'on passe, je dirais, à l'hypoventilation, je vous rappelle rapidement les zones de West, les livres qui ont bercé nos années d'étudiants, qui sont divisés en 3 parties. Vous avez la zone 2 où tout se passe bien, un équilibre entre perfusion et ventilation. Les zones de West 1 où il y a une bonne ventilation mais il n'y a pas de perfusion. Et la caricature, c'est l'embolie pulmonaire. Et vous avez les zones de West 3 où il y a un problème au niveau de la ventilation et le rapport s'inverse. Et vous avez des situations d'hypercapnie, d'hypoxie. Donc ici, dans la salle, donc la pression atmosphérique elle est à 760 mm de mercure. La fraction inspiratoire elle est à 21%. Donc on a 154 mm de pression inspiratoire. Et à la sortie, on a des PaO2 qui avoisinent, je dirais, 100 mm de mercure. On excrète à peu près 40 mm de mercure de gaz de CO2 et les choses sont à l'équilibre. Quand on arrive dans des problèmes de zone de West 3, c'est avec des effets shunt, on a, je dirais, des perturbations des échanges, soit c'est un obèse, soit c'est une pneumopathie, soit c'est un BPCO, et les choses changent. Et on voit bien qu'à l'entrée de l'alvéole, c'est-à-dire qu'au niveau de la circulation pulmonaire, il y a déjà une hypoxémie et puis une hypercapnie, et puis à la sortie sur vos gaz artériels, les choses se manifestent aussi par cette perturbation, et il faudra faire quelque chose pour régler ce problème. Donc, ce qu'on fait pour pouvoir régler ce problème-là, on applique une PPC, c'est-à-dire une PEP. Si l'objectif n'est pas atteint,
on rajoute une aide derrière pour pouvoir aller recruter le maximum d'alvéoles et améliorer ces échanges et essayer d'augmenter la fraction de PO2 et diminuer la fraction de PCO2. Voilà grosso modo la petite parenthèse physiopathologique. Et cette slide-là, c'est pour vous dire que quand vous allez démarrer un traitement par PPC chez vos patients, parfois il y a certaines situations où dès le départ, on a quand même une petite musique qui nous dit probablement que la PPC ne va pas atteindre ses objectifs. Vous avez déjà, par exemple, un patient qui a une PCO2 élevée, mais surtout une capno élevée. Effectivement, il y a une discussion sur la limite, mais à mon avis, quelqu'un qui reste plus de 10 minutes la nuit avec une PTCO2 supérieure à 50, là, probablement que la situation va être une situation d'échec. Et surtout, ce qu'on peut faire très facilement en ambulatoire, c'est des oxymétries et une désaturation inférieure à 88% pendant au moins 5 minutes cumulées. Ça veut dire que le malade sous PPC, vous n'allez pas arriver à régler les choses. Les situations de syndrome d'obésité pour ventilation, l'overlap syndrome, BPCO plus un SAS, probablement que la PPC au départ ne pourra pas. Les pathologies neuromusculaires, et ça c'est quelque chose. La mauvaise observance et l'intolérance, parfois le fait de monter les pressions et il n'arrive pas à obtenir les objectifs, mettre en face une VNI, ça peut régler la situation. Et puis vous avez aussi le syndrome d'apnée centrale, où là les choses, avec la PPC, on ne pourra pas atteindre les objectifs et on peut basculer à la VNI. À quel moment, là, vous prenez la décision de basculer? Il ne faut pas attendre, là, il faut basculer. Quand vous avez une PCO2 supérieure à 45 mm de mercure à 2 reprises, quand vous avez déjà, c'est des malades, vous les voyez en ambulatoire, ils ne sont pas hospitalisés, déjà un PAS qui commence à se dégrader, le patient commence à montrer des signes, et surtout, un élément important, qu'il faudra, je dirais, s'habituer à le regarder, parce que les patients qu'on voit dans nos consultations, ils ont tous des bilans. Regardez le bicar veineux, qui est un signe de chronicité de l'hypercapnie nocturne, parce que le premier signe, c'est celui-là, avant la gazo et tout ça, c'est ça qui se perturbait. Un patient qui a des bicars supérieurs à 27, sans problème rénal, pas de traitement par diurétique, ça doit vous alerter qu'il se passe quelque chose. Les autres critères nocturnes, c'est l'oxymétrie, désaturation en dessous de 88. Malgré une PPC optimale, vous êtes au taquet de vos pressions efficaces et vous avez aussi la capnographie qu'on peut utiliser, même si parfois la capnographie c'est difficile, on sait quand on échange avec les prestataires et tout ça, c'est que des fois c'est instable, c'est pas facile, tout ça à l'interpréter, mais déjà avoir une oxymétrie avec une désaturation nocturne sous une PPC bien réglée, ça veut dire qu'il faut probablement, là il faut basculer. Et cliniquement, c'est-à-dire les plaintes du patient, j'ai mal à la tête, je m'endors partout, docteur, il a été hospitalisé alors qu'il est sous PPC et progression d'une maladie chronique que vous connaissez. Est-ce que les sociétés savantes nous recommandent de faire une gazométrie chez les patients qui ont un SAS traité? À votre avis, vous faites des gazométries chez quelqu'un qui a un SAS sous PPC? Non. Voilà. Non. Donc, dans le quotidien, donc on ne le fait pas. Donc, ce n'est pas quelque chose. Mais parfois, peut-être y penser quand vous avez ces situations-là. Quand vous les revoyez pour renouvellement et tout ça, si vous avez ces situations, c'est que le patient, il vous dit, docteur, là, j'arrive pas à monter mes 3 étages. Avant, je montais sans problème. Et là, au bout d'un étage, je suis essoufflé. Ça a beaucoup changé dans mon truc. Là, il faut peut-être dire, il y a quelque chose qui se passe, je dois creuser. Et vous lui faites une oxymétrie nocturne et vous voyez ce type de tracé qui est très reproductible, très simple à faire et vous pouvez demander à vos prestataires de vous le faire. Pourquoi on a dit que malheureusement, on peut passer à côté du diagnostic si on veut se baser simplement sur la gazométrie diurne. Parce que voilà un tracé d'un patient obèse. Donc, il s'endort, vous avez le flux nasal, il fait une hypopnée, il commence à accumuler du CO2, il y a une réponse adaptée, donc il fait une hyperventilation pour éliminer son CO2. Derrière, il fait une apnée, donc il accumule plus. Après, il fait tout ça la nuit,
Et puis quand il arrive le matin, quand il sort à 7 h du matin, il se réveille, ben, il a tout nettoyé. Et c'est vrai que si vous lui voulez faire une gazométrie diurne, bah, on sait très bien que ben, le malade, il se lève, il se douche, il va chercher un laboratoire pour le faire, et ben, la gazométrie, elle va être normale. Mais si vous lui mettez une oxymétrie, une capnographie la nuit, vous avez le diagnostic. Et rapidement, vous avez ce type d'image qu'on appelle les images au miroir. Ben, vous avez une désaturation et en face, vous avez une augmentation, c'est-à-dire que ça dépasse le trait des 50 mm de mercure. Et ça, c'est pathognomonique de l'hypoventilation nocturne. Et là, c'est un malade qui est sous PPC, vous avez ce tracé-là, il faut rapidement le mettre sous VNI. Voilà ce qu'on appelle l'image au miroir, capnographie et oxymétrie. Et si on met l'hypnogramme, vous voyez bien que malheureusement, souvent, ce qu'on appelle les désaturations profondes se font en REM, sommeil qu'on appelle le REM toxique. Voilà. Et pourquoi à un moment vous voulez dire bah, j'applique une VNI chez quelqu'un qui a une PPC? Parce que la VNI, c'est juste la somme de deux pressions. Vous avez la PEP qui va gérer les voies aériennes supérieures, elle va éliminer l'apnée, l'hypopnée, les limitations de débit. Et derrière, vous rajoutez une pression supplémentaire qui est l'aide inspiratoire qui permet d'aller recruter et améliorer les échanges gazeux au niveau alvéolo-capillaire. Et donc, vous prenez la décision de changer de paradigme et vous allez faire, je dirais, votre prescription de VNI qui est basée sur ces 5 paramètres. Le trigger inspiratoire, on va passer rapidement le trigger inspiratoire, ce que j'appellerais moi le sport élec du diaphragme. C'est que dès que le diaphragme fait une contraction, bah, il ouvre la machine pour pouvoir recevoir de l'air. Vous réglez une pente, le plus souvent c'est la montée de la pression. Vous réglez une pression maximale qui est la pression maximale à la fin de l'inspiration. C'est la pression qui règne au niveau de l'alvéole. Vous réglez un cyclage, c'est-à-dire à quel moment vous autorisez le patient à expirer. Et c'est là où ça joue le confort et l'inconfort par rapport à la VNI. Et après, vous réglez une PEP qui est souvent, comment vous habituez quand vous passez d'une PPC à une VNI, pour vous, quelle est la PEP que vous allez régler? Quelqu'un qui a une PPC réglée en fixe à 9 cm d'eau, c'est quoi votre PEP? Voilà. Donc, en fin de compte, la PEP de la VNI, c'est la pression efficace de votre PPC. Et après, bah, les prestataires, les techniciens, ils ont l'habitude de poser des questions pour savoir si on a atteint. Et après l'aide, vous la réglez en fin de compte, vous mettez une pression. Mais, il y a un mais, il faut savoir que quand on met une VNI, on fait les essais en diurne, mais on veut un travail en nocturne. Et souvent, la respiration, surtout chez les patients obèses, ben, ils changent de la... Moi, je les vois dans mon service, dans ma caisse de réanimateur, ils respirent d'une façon particulière la journée, mais d'une autre façon différente la nuit. Et donc, il faudra toujours surveiller ça. Je laisse Nicolas pour vous présenter le cas clinique. Voilà. Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de l'invitation et au docteur Debat. Donc l'idée, c'était de retranscrire ça un peu à la vraie vie, ce qu'on peut retrouver chez un patient, au cabinet ou chez le prestat. Donc j'ai pris un exemple d'une dame, Madame P, 69 ans, qui va consulter son médecin par des céphalées matinales, une asthénie assez importante la journée, somnolence. Vous voyez qui présente un IMC à 46 et audience polygraphique. Elle ressort avec un IH à 49. Et donc, le médecin prescrit une PPC, en l'occurrence une pression fixe à 10 pour améliorer l'adaptation au traitement et la tolérance. Si on regarde le suivi de sa PPC au bout de quelques jours, vous voyez, une vingtaine de jours, ben on peut déjà dire qu'elle est observante, 6h04, elle a une fuite qui est très très bien maîtrisée. L'IH machine, l'IH débit est à 0.
Et la patiente en plus confirme un peu ces données machines par un état clinique qui s'améliore. Elle a un meilleur sommeil, elle ronfle plus de nocturie, plus de céphalée, et elle se sent beaucoup moins fatiguée la journée. Donc, si on regarde tout ça, on pourrait se dire, eh ben, parfait, cette patiente, elle est bien traitée par sa PPC. On peut même ajouter que là, pour le coup, elle a même une amélioration clinique. Parfait, on continue. Et quand même, on s'est dit, on va quand même faire une oxymétrie de contrôle pour être sûr qu'il n'y a rien qui se cache là-dessous. Donc ça, c'est d'abord, avant de regarder l'oxymétrie, on va s'assurer que la nuit de l'oxymétrie, ça sont les données que de la nuit, la machine a été bien portée et que le traitement a été efficace. Parce que la première des choses, c'est de s'assurer de l'élimination du syndrome d'apnée du sommeil pour pouvoir voir les résultats de cette oxymétrie. Et donc là, on a exactement les mêmes données, 6 heures, pas de fuite, IAH très bien, parfait. Et pourtant, quand je sors l'oxymétrie qui a été faite sous PPC cette nuit-là, on retrouve, vous voyez, sur la courbe qui est à droite, une saturation avec des cuvettes assez caractéristiques, qui sont profondes et assez longues. Vous voyez, elle passe 100% du temps sous 90 de SAT, donc on ne peut pas dire que sa saturation est corrigée. On retrouve un index de désaturation, l'IDO, à 9 événements par heure. Alors, ce n'est pas l'IH machine, mais on peut estimer quand même que son SAS est corrigé, et une saturation moyenne à 80%. Donc, quand on a vu ça, question, c'est est-ce que derrière ça, ces désaturations, il n'y a pas une hypoventilation? Et on va aller rechercher, ce que disait le docteur Debat, par la capnographie transcutanée qu'on a réalisée quelques jours après, cet effet miroir. Et vous voyez que là, je dirais bingo, on retrouve bien les désaturations profondes qui sont parfaitement concordantes avec des poussées de Capni. Vous voyez, elle passe 98% du temps au-dessus de 50 de PTCO2, avec une PTCO2 moyenne à 54, et ça monte même à 60 dans la nuit, alors qu'elle est sous PPC et plutôt bien conduite. D'accord ? Donc ça, c'est le tableau qu'on a fait. Et là, dessus, le médecin a prescrit une ventilation. Donc on a switché sur une machine à 2 niveaux de pression, avec une interface bucco-nasale qu'elle avait déjà. On a gardé exactement le même masque qu'elle avait sous la PPC, parce qu'il était bien adapté. On est parti sur un mode ST, comme vous disait le docteur Debat, c'est le mode le plus courant, qui est prescrit. On a pris une PEP un peu plus basse, vous voyez, à 7 cm d'eau, et une aide inspiratoire à 6. Donc, pourquoi ? Parce que le médecin nous a demandé d'y aller tranquillement. La vraie question à se poser, c'est si on est efficace d'entrer avec des fortes pressions, est-ce que le patient va tolérer ? Est-ce que le malade va tolérer ? Donc, on a du temps, je dirais, sur ces patients-là. On n'est pas en réanimation, ils sont en état stable, donc on y va progressivement. Et donc là, la VNI, pareil, vous voyez, elle est bien conduite. On peut même remarquer que si on compare des périodes identiques, elle a quasiment gagné 1 heure d'observance par jour. Donc c'est pareil, ce qui peut être un signe aussi que c'est plus confortable. Tout est OK. La seule chose que se plaît la patiente, c'est que par moment, quand elle est allongée, elle dit manquer d'air. D'accord ? Donc on va refaire le même process, c'est-à-dire une oxymétrie sous ventilation. Alors l'oxymétrie, vous voyez, je vous ai mis les valeurs en bas à gauche sous PPC et en haut à droite sous VNI. Vous voyez quand même qu'on a une nette amélioration de sa saturation, mais quand on regarde la courbe, quand même, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas encore contrôlées. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier lieu ? On va en premier lieu regarder comment elle est ventilée. D'accord ? Donc en ventilation, il y a un paramètre complémentaire qui est le Et du coup, la question, c'est quel paramètre je vais modifier de ma ventilation à ce moment-là ? Est-ce que je monte la PEP ? Vous êtes d'accord avec ça ? Non ? Est-ce que j'augmente l'aide inspiratoire ? Oui, voilà. L'aide inspiratoire, c'est ce qui crée le volume, d'accord ? Donc c'est ce paramètre-là, et la fréquence, pour le coup, on n'en a pas besoin là, de la toucher. Et donc, on a augmenté, vous voyez, de 3 points l'aide inspiratoire, on est passé à 9 cm d'eau, d'accord ? Et donc, on a refait directement, pour le coup, là, la capnographie. Et voilà les résultats sous la nuit. Donc, la PPC, la VNI, pardon, est toujours bien conduite. Et vous voyez quand même qu'il y a une nette amélioration. Alors, un point important, ça n'a pas été fait la nuit d'après du changement des réglages. Ça s'est fait 1 mois après les changements des paramètres. Et il faut se donner, je pense, un peu de temps que tout se mette en place. La société savante de la SPLF française et leur expert ventile, je dirais le GAVO 2, parle bien que la ventilation n'a pas seulement le but de corriger la gazométrie, mais aussi le confort et la qualité de vie du patient. Donc il faut toujours se donner du temps. Et vous voyez qu'à 1 mois de ventilation avec une PEP à 7 et 9 d'aide, on a réussi quasiment à normaliser, je dirais, la ventilation de la patiente. Donc
sur ça, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de vous parler. Alors, nous, on a créé un protocole qui s'appelle le CPAP Hub. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier de screener ses patients en PPC et pas se fier exclusivement aux données de la machine et peut-être même au tableau clinique. Et donc, ce protocole, il est dédié purement aux patients obèses. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on prend un cut-off légèrement supérieur, un IMC à 35, alors que le SOH est défini à partir de 30, sur des patients qui sont sous PPC et qui sont observants et plutôt bien corrigés. L'idée, c'est de vraiment éliminer d'abord le syndrome d'apnée du sommeil. Et en termes de prise en charge, vous voyez, on va installer la machine et dans les 3 mois, quand le patient est observant, on va faire en premier lieu une oxymétrie. Si cette oxymétrie, elle est OK, on ne touche à rien. Si cette oxymétrie, elle est pathologique, là, on va aller faire une capnographie en second rideau. Je vais y revenir dessus et on envoie tout ça au médecin. Pourquoi protocoliser? Tout simplement parce que si on regarde un peu tous les papiers qui existent depuis des années sur le SOH, il n'y a qu'un patient sur 2 qui va corriger sa capnie sous PPC. D'accord? Ça veut dire qu'on peut laisser traîner 50% d'hypoventilation chez les patients. 40% des patients ont une réponse incomplète à la PPC après 3 mois. C'est une population à risque dès lors que l'IMC est supérieur à 35, d'où le cut-off. Il y a une diversification aussi des prescripteurs de PPC. Il faut savoir qu'en France, il y a une étude récente qui a été faite par le docteur Arnal qui a montré que seulement 4% des patients obèses traités par PPC étaient suivis par un pneumologue. On revient à la question que posait le docteur Debat, la gazométrie, elle n'est pas systématique en fait, et la surveillance non plus, et que finalement la corrélation des symptômes et de l'hypoventilation alvéolaire, c'est quand même peu discriminant. D'accord? Donc c'est tout l'intérêt. Alors, pourquoi je reviens sur l'oxymétrie en première intention? Vous allez me dire, quitte à faire, pourquoi on ne fait pas la capnographie d'entrée et on a tous les résultats? Parce que l'oxymétrie, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Il y a beaucoup moins d'échecs. On tourne à peu près sur les statistiques à 95% d'oxymétrie réussie à la première fois. C'est très facilement accepté par un patient. Quand on lui met une pince au doigt, c'est quelque chose, je pense, qui est un peu dans l'inconscient. Et quand il a été hospitalisé, il connaît. Elle est quand même contributive, pour le coup, puisqu'on voit s'il y a une anomalie ou pas. Et en plus, elle est peu coûteuse. Donc en conclusion de ce cas clinique, on peut dire qu'une PPC bien conduite ne suffit pas à éliminer à 100% une hypoventilation alvéolaire, qu'il est quand même plutôt conseillé de protocoliser le suivi de ces patients. La conférence de consensus de 2006 aussi sur la VNI parle bien de protocoliser la prise en charge en VNI. Pourquoi pas le faire sur ces patients-là? L'oxymétrie est un outil simple que vous pouvez avoir très facilement et qu'il faudra penser systématiquement à l'évaluation des paramètres de cette ventilation pour être le plus objectif possible. Je vous remercie. Donc on a bien vu que la bascule se fait là, le cas clinique, on a choisi exprès un patient SOH, mais il n'y a pas que. On voyait bien par exemple le parcours de la chirurgie bariatrique, je dirais, on les équipe bien avant la chirurgie. Là on a mis en place un protocole, on les voit 6 semaines avant et on le revoit 6 semaines après l'intervention, et ça permet de les protéger dans ce couloir, je dirais, qui est l'anesthésie et les complications péri- et post-opératoire. Donc voilà à peu près ce qu'on leur fait. Donc PPC-VNI, donc 4 semaines avant ou 4 à 6 semaines. On normalise leur PTCO2 et puis après l'intervention, 6 semaines après, on les revoit. Et puis grosso modo, un patient sur 2, il n'a plus de, je dirais, de suppléance par PPC au VNI après la chirurgie. Il y en a 50% qui garderont au moins une PPC parce que quand on leur fait une exploration polygraphique, polysomnographique, ils ont toujours un IH élevé. Donc aussi, je dirais, l'apnée centrale, là, je dirais, la PPC, elle peut être parfois, donc elle n'est pas indiquée, ou bien, soit dès le départ, vous avez un SAS central, ou vous avez un SAS émergent sous PPC. Là, c'est sûr que vous allez, je dirais, basculer à ce qu'on appelle une ASV, qui est une VNI adaptative, en fait. Donc c'est quelque chose où il y a la PEP et l'aide inspiratoire qui sont variables et qui s'adaptent, je dirais, à la respiration du patient. Et c'est l'apanage du patient insuffisant cardiaque. Et comme on sait depuis l'étude Servachev, elle est indiquée que pour les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 45%. Mais effectivement, ça donne de bons résultats quand elle est bien réglée. Et il faut le faire en corrélation avec les cardiologues, parce que les patients, ils sont souvent suivis par des cardiologues, ils ont 5 médicaments, des fois il y a une modification des posologies, tout ça. Il faut être très vigilant. Il y a aussi, je dirais, les patients BPCO qui font une décompensation, se retrouvent en soins critiques. Là, c'est sûr qu'après la période des soins critiques, ils vont quitter, je dirais,
l'hôpital avec une VNI, mais rien ne vous empêche après, dans le suivi, de pouvoir basculer. Mais de plus en plus, les études ont montré que on insiste pour la regarder, la VNI, parce qu'on a montré sur des populations que le fait de garder la VNI, même s'ils ont normalisé leur PTCO2, la oxymétrie, tout ça, ça allait arriver des hospitalisations. Donc c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'ils ne reviennent pas à l'hôpital pour nouvelle décompensation. Donc l'étude de Murphy qui a été dans l'ERS permet de dire il faut la regarder la VNI même si les choses se sont stabilisées. Voilà à peu près donc, la transition PPC-VNI, comment il faut l'adopter. Bon, comme on l'a dit, donc évaluation initiale, indication du profil, titration. On a bien vu, comme il a dit Nicolas, on ne démarre pas par les pressions objectives. Souvent, on va step by step et effectivement, c'est au contraire de la PPC, on peut régler les problèmes la première semaine. Là, il faut se donner du temps et je dirais il faudrait minimum 1 mois pour voir à peu près comment ça se passe. Donc voilà le suivi. Donc vous voyez bien qu'il faudrait un suivi jusqu'à 1 an pour savoir qu'est-ce qui se passe chez votre malade, à qui vous avez mis une VNI bien réglée, bien suivie. Il faut avoir des objectifs thérapeutiques, disparition des désaturations, vous avez une PTCO2 qui s'est normalisée et une qualité de vie. Ça, c'est important pour le patient. Et donc, il faut absolument qu'il retrouve un allant de forme, qu'il n'y a plus d'arrêt de travail, qu'il arrive, comme mon patient, à remonter les 3 étages sans être essoufflé. Et puis, pas mal de papiers que j'ai colligés ici pour vous permettre un petit peu de consolider tout ce qu'on vient de dire. Et pour terminer, donc, il y a aussi le fait de revenir en arrière. Donc on n'est pas là pour vous dire toutes les patients sous PPC, il faut les basculer en VNI, mais on peut revenir en arrière sous certaines conditions. Parce que la désescalade, il faut absolument qu'il y ait une perte de poids significative, comme on a dit pour notre patient obèse. Soit il est passé par la case chirurgie bariatrique, soit il y a une perte de poids, je dirais, sur 1 ou 2 ans. Il faut mettre, je dirais, un cahier de charge et des objectifs à atteindre avec votre patient. Un BPCO stabilisé, amélioration de la VEMS qui est suivie par son pneumologue et qui dit probablement on peut revenir à une PPC. Donc on peut le faire. Résolution de la cause initiale, s'il est rentré en réanimation pour une pneumopathie, des choses comme ça. Et vous avez des objectifs que vous allez suivre. Donc la capno, la désaturation, les bicards se normalisent. Il faut absolument mettre, je dirais, un mot-clé sur les bicards veineux parce que c'est ce qui signe la chronicité de la pathologie. Et effectivement, des bicards qui sont à 30-31, ils ne vont se normaliser chez un patient que vous avez mis sous VNI au bout de 6 mois, 1 an, pas avant. Donc il faut se donner du temps. Voilà à peu près comment on applique un protocole de désescalade pour revenir en arrière. Parce que le problème, c'est le coût. Ce n'est pas le confort. Il y a des études qui ont montré des patients supportent aussi bien la PPC que la VNI. C'est le patient qui ne supporte pas la VNI, c'est juste parce que la VNI est mal réglée. Donc, je dirais, la tolérance, elle est pareille. Voilà à peu près, pour finir, vous avez un algorithme décisionnel, vous avez un patient sous PPC, vous le réévaluez, vous avez ces éléments de PCO2 ou hypoventilation, vous basculez, je dirais, à une VNI. Non, il n'y a pas ces éléments-là, vous pouvez poursuivre votre PPC, et réévaluation annuelle, c'est classiquement ce qu'on fait, et on initie la VNI en mode ST, et éducation et suivi, et surtout quand on met en VNI en place, il y a un protocole suivi J3, J7, J15, mais le médecin doit revoir le patient au 1er mois. Il faut absolument revoir votre patient sous VNI au 1er mois. Quelques éléments pour vous dire comment régler vos VNI selon le phénotype de vos patients. Donc ça vous permet d'avoir, je dirais, des éléments de prise de décision ou des fiches réflexes pour régler vos machines et ou prescrire et échanger avec votre prestataire. Et puis aussi, c'est un algorithme que j'aime beaucoup, qui n'est pas tout récent, qui date de 2011, mais qui est toujours d'actualité, pour vous donner un guide pratique pour suivre votre patient sous VNI. Vous avez des objectifs à atteindre, amélioration clinique,
contrôle de l'hypoventilation, moins de 10% de DSAT à 90, pas d'oscillation de la SPO2, observance supérieure à 4 ans, pas de fragmentation de l'utilisation. Si tout est OK, bah, vous voyez. S'il y a un problème au niveau des suspicions d'obstruction des voies aériennes, bah, on regarde, on augmente la PEP. Si, comme on a dit dans le cas clinique, vous avez plutôt des désaturations nocturnes, c'est plus fluide inspiratoire. Si vous avez répondu oui à tout ça et vous avez toujours la question qui reste posée, n'hésitez pas de faire des polygraphies de polysomnographie sous VNI. Sur l'année 2024, donc on a repris un panel d'une centaine de patients où il y avait une divergence entre ce que disait l'IH machine et le sentiment du patient. Et ben, on les a tous enregistrés, polygraphie, polysomnographie sous PPC, sous VNI. Ben, il y avait 82% où l'IH, qui était inférieur à 5 sur la donnée machine, il était supérieur à 15 sur la polygraphie, polysomnographie. Donc n'hésitez pas, quand vous avez une divergence de ce que dit la machine et ce que dit le patient, que si vous avez tout réglé, le masque et tout ça, de refaire un examen sous machine. Voilà, pour conclure, donc la PPC, elle est insuffisante quand il y a une hypoventilation, on le sait. On a axé sur le syndrome d'obésité-ventilation, mais il n'y a pas que ça. Il y a, vous voyez bien, l'overlap syndrome, le SAS central. Et la sortie de réanimation, ben, il faut absolument que le patient sorte à sa VNI, mais de plus en plus, on lui garde, malgré tout. Et puis, chose importante, il faut une coordination entre médecins prescripteurs, somnologues, pneumologues et prestataires pour pouvoir coordonner, avoir un feedback de ce qui se passe chez ce patient-là pour garantir le succès de votre traitement. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Merci. Avez-vous eu beaucoup de... Bonjour, merci pour la qualité de votre intervention. Avez-vous eu beaucoup de myopathes chez qui vous avez pu entreprendre une désescalade du traitement? Parce qu'en général, la myopathie, avec le temps, va plutôt s'aggraver que se résoudre. Merci pour votre question. Même si ce n'est pas la majorité de la population que je suis, mais j'ai quelques neuromusculaires, effectivement, la désescalade chez le neuromusculaire n'est pas d'actualité. Ouais, malheureusement, c'est plutôt l'escalade. Ouais. D'autres questions? Oui, c'est Aliaté. Et après, Samy. Tiens, je te donne... Okay, un autre. Merci Karim, merci Nicolas, c'était excellent, complémentaire. C'était très bien, mais j'ai quelques reproches à vous deux. Premièrement, je ne sais pas pourquoi on peut faire facile quand on a du difficile. Le plus simple, c'est la clinique qui compte. Sur le changement entre la PPC et la VNI, est-ce qu'il y a une hypercapnie ou pas? Ben, c'est la clinique. C'est les céphalées matinales, c'est les transpirations nocturnes, c'est la dyspnée, etc. Donc finalement, il faut écouter le patient avant de faire changer. Et ça, c'est le plus important, parce que même la gazométrie, quand vous la faites, dans les conditions normales, ça ne donne pas. Ces deux paramètres que tu as signalés, Karim, c'est le pH et les bicarbonates. Et ça, c'est un élément très, très important. Donc, ce qui fait que malheureusement, maintenant, on installe une PPC sur un pH, sur un IH, mais on n'interprète pas pratiquement la désaturation nocturne ni le flux respiratoire. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est la première chose. Et donc, je dis ici que la clinique reste quand même la pierre angulaire dans la prise en charge de la ventilation. La deuxième chose, sur Nicolas, sur le cas que tu as présenté, si on avait interrogé le patient correctement, si on l'avait vu, il était SOH au départ.
parce qu'il a un IMC qui était très très élevé. Si on l'interrogeait, il était essoufflé, il est en surcharge pondérale, donc je ne vois pas pourquoi on avait installé une PPC alors qu'on peut installer une VNI d'emblée. Et ça, c'est trop. Donc finalement, c'est l'écoute du patient. J'insiste toujours sur la clinique, quel que soit, même si on utilise des machines, des polygraphes, des polysomnographes, la clinique reste pratiquement l'essentiel. Et l'oxymétrie est très importante, ainsi que la capnographie. Karim, tu as fait quelque chose de très très important que j'aimerais signaler, c'est au niveau pour les BPCO. Les BPCO, quand vous les ventilez, il faut les ventiler. Et si vous mettez une VNI, il faut la garder. Pourquoi? Parce que le BPCO, il va mourir par problème cardiaque. 22% des décès chez les BPCO, c'est des insuffisances cardiaques, c'est des morts cardiaques. Donc finalement, une fois qu'il décompense, il faut le traiter par trithérapie et il faut le traiter par VNI. Et il faut le laisser. Voilà. Merci beaucoup. Réponse courte, s'il vous plaît. Je sais qu'Aliat, il a Ouais. toujours tendance à s'étendre. Mais la réponse est de Merci votre part. Mohamed pour ta remarque, mais bien sûr que rien ne remplace la clinique. On a insisté dessus et j'ai une réponse courte par rapport à ça. Quand vous avez, en tous les cas dans ma pratique, un patient que vous explorez, polygraphie, positif, IMC supérieur à 30, regardez deux choses. Regardez le T90, s'il est supérieur à 13%. Et deuxième chose, regardez le nadir de la désaturation, c'est-à-dire la saturation la plus basse. Et si le malade est en dessous de 80%, même si c'est bref, vous commencez à vous dire probablement que ma PPC ne réglera pas les choses. Question. Kouam, tu veux poser une question? Une petite question courte. Est-ce que ça vous arrive de faire l'inverse, de passer d'une VNI à une PPC? Oui. Quelles sont les indications? Merci. Ben, on l'a dit, par exemple, une grosse population de SOH, c'est souvent quand il y a une perte de poids, donc significatif, au moins 10 à 15% du poids initial. Et effectivement, ces malades-là, ben, je leur fais une capno-oxymétrie, je leur fais une polysomnographie, et parfois je désescalade quand ils sont stables. Le BPCO, comme disait Mohamed, de moins en moins. Parce que malheureusement, comme j'ai une double activité ambulatoire et hospitalière en soins critiques, ben, je les revois. Et donc, je préfère ne plus les revoir et je préfère laisser la VNI. La désescalade, je la fais beaucoup pour les SOH quand ils sont partis sur une dynamique de perte de poids. À partir de 10-15% du poids initial, je me pose la question. Dernière question, Maria. S'il vous plaît, pour les patients cardiaques, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'avoir d'abord une idée sur leur fraction d'éjection cardiaque avant de faire une capno nocturne, parce qu'il faut être très vigilant pour les appareiller par une VNI en cas de baisse de la fraction d'éjection? Alors, excellente question. Les insuffisants cardiaques, premier élément, mais on n'avait pas le temps de le dire dans le Simpo, si on veut les équiper, c'est en hospitalisation de jour ou une nuit en service de soins intensifs cardiologiques. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de patients qui, à l'avènement de l'étude Serva-Chef, il fallait les déséquiper. Je vous parle d'expérience de notre réseau, avec les cardiologues avec qui on travaille. Et en fin de compte, les patients allaient bien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu triché sur la fraction d'éjection. C'est qu'à 40%, le cardiologue et moi derrière, on signait 45%. Et donc, on les scopait, on les gardait une nuit avec leur appareil et on les revoyait peu. Parce que c'est des malades que ça leur a amélioré leur qualité de vie, ils ne revenaient plus pour hospitalisation. Mais effectivement, les patients qui ont moins de 30%, parce que le signal était sur ce groupe-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, parce que quand on dit optimiser le traitement cardiologique, les cardiologues, ils disent il a les 5 molécules, ils sont au taquet, j'ai rien d'autre à optimiser. Juste pour préciser par rapport à votre question, en juin 2024, la SFRMS a fait un consensus sur le SAS central. C'est 4 papiers, je vous invite à les lire parce que c'est très bien fait, tout est bien expliqué, dont la fraction d'éjection. Il y a noté aussi la gazométrie pour éliminer l'hypercapnie, le phénotypage du patient, l'étiologie. Et je trouve qu'ils ont fait un algorithme qui simplifie beaucoup ces SAS centraux cardiaques,
qui font peur à tout le monde, hein, clairement. Je pense que c'est des patients très compliqués. Même chez nous, les prestats, les techniciens ils vont un peu à recul. Et ce papier de juin 2024, SFRMS, consensus sur le SAS central de Sandrine Lenoir, il est très bien fait. Merci à la SER et à Débat de nous avoir présenté ce sympo de SOS Oxygène. Je remercie SOS Oxygène d'avoir assuré un sympo chez nous. Et donc on part à la pause café, on en a pour un quart d'heure et on revient pour une matinée très studieuse et très intéressante. Je vous remercie. Merci.